Victor Stoneriver chassait dans ces bois depuis l'âge de 12 ans, suivant son père à travers les denses massifs de Pintaeda qui couvraient les collines ondoyantes d'Anderson County, tel un drap d'un vert sombre jeté négligemment sur la terre. 31 années à arpenter ces sentiers lui avaient appris chaque son que la forêt produisait, chaque odeur qu'elle dégageait, chaque changement subtil dans la qualité de la lumière qui filtrait à travers la canopée. Il savait que la pluie arrivait à la façon dont les oiseaux modifiaient leur chant, savait qu'un front froid approchait par le silence particulier qui s'installait sur le sous-bois. Les vastes pinèdes de l'East Texas lui étaient aussi familières que l'agencement de sa propre maison à Tyler. Et c'est précisément cette familiarité qui fit que le malaise qu'il ressentit ce matin de novembre le frappa avec une telle force. Il avait garé son pick-up à l'endroit habituel, près d'Ela County Road 448, sur un accotement à peine assez large pour un seul véhicule, où une barrière à bétail rouillée bloquait un ancien chemin de débardage qui n'avait pas vu de trafic commercial depuis des décennies. La barrière était cadenassée, mais Victor avait la permission du propriétaire du terrain, un ouvrier pétrolier à la retraite nommé Harold Givens, qui appréciait que Victor ne prélève que ce qu'il mangerait et laisse la forêt plus propre qu'il ne l'avait trouvée. L'arrangement fonctionnait depuis 15 ans, et Victor considérait cette parcelle de bois comme son territoire personnel, bien qu'il n'aurait jamais utilisé ce mot. Il y pensait comme à son coin, de la même manière qu'un homme penserait à son lieu de pêche favori ou à la banquette d'angle d'un restaurant où les serveuses connaissent sa commande par cœur. La matinée avait mal commencé dès l'instant où il était sorti de son véhicule. L'air portait un froid qui semblait plus vif que la température ne le justifiait. Une qualité mordante qui l'incita à resserrer sa veste matelassée, bien que son téléphone affichât 6 degrés, ce qui n'était guère froid pour un mois de novembre. Mais plus que le froid, c'est le silence qui le fit s'arrêter, la main encore sur la poignée de la portière. Pas d'oiseaux. Les mangeoires qu'il avait croisés sur la route grouillaient de cardinaux et de moineaux. Mais ici, à la lisière de ce qui aurait dû être un habitat de choix, rien ne bougeait. Les branches des pins pendaient, immobiles, malgré des prévisions annonçant un léger vent du nord-ouest. Victor resta debout près de son pick-up pendant une bonne minute, à l'écoute. En 3 décennies de chasse, il avait appris à faire confiance à cet instinct qui, à cet instant précis, lui hérissait les poils sur la nuque. Les animaux savaient des choses que les humains avaient oublié comment percevoir. Et quand ils se taisaient, un homme avisé y prêtait attention. Mais ce silence pouvait signifier n'importe quoi. Un lynx roux aurait pu passer récemment, ou une meute de coyotes pouvait être en train de sillonner le secteur. Et puis merde, c'était peut-être juste un de ces jours à l'atmosphère étrange, où le son ne se propageait pas comme il le devrait. Il en avait déjà connu, bien que rarement. Il chargea sa Remington 700 avec le soin d'une longue pratique, le poids familier se logeant dans ses mains, comme une extension de son propre corps. La carabine était chambrée en 30-06, plus que suffisant pour le sanglier qu'il pistait. La population de cochons sauvages dans l'East Texas avait explosé ces dernières années. Et Harold Givens avait spécifiquement demandé à Victor d'en réduire le nombre s'il le pouvait. Les cochons dévastèrent les pâturages et détruisaient l'habitat naturel, fouillant le sous-bois de leurs groins défendus par des défenses et laissant le sol de la forêt dans un état de champ de bombardement. Victor jeta son sac sur une épaule et commença à descendre l'ancien chemin de débardage, ses bottes crissant doucement sur le tapis d'aiguilles de pin tombé. Le chemin décrivait une légère courbe vers la droite, suivant le contour d'une crête qui plongeait finalement dans le fond d'un ruisseau où les cochons aimaient se vautrer. Il avait abattu un sanglier de 90 kilos à cet endroit 3 ans plus tôt, un énorme mâle aux épaules balafrées qui avait manifestement connu son lot de combats. La viande avait nourri son ex-femme et lui pendant 6 mois, bien tassé dans le grand congélateur de son garage. Le silence persistait tandis qu'il marchait,
et après environ 400 mètres, Victor s'arrêta de nouveau. Quelque chose n'allait pas avec l'odeur des lieux. Les pinèdes avaient une senteur distinctive, un mélange de résine de pin, de terreau de feuilles et de cette odeur de moisie particulière de la végétation en décomposition qu'il avait toujours trouvée agréable. Aujourd'hui, sous ce bouquet familier, il y avait autre chose. Quelque chose d'animal, de rance, comme de la fourrure mouillée et de la viande avariée, et un musc si puissant qu'il semblait lui tapisser le fond de la gorge. Il connaissait l'odeur du sanglier, la puanteur porcine âcre qu'ils laissaient sur les arbres, qu'ils utilisaient comme grattoir. C'était différent. Plus fort. Plus primitif en quelque sorte, si une odeur pouvait être primitive. Victor épaula sa carabine et la tint en travers de sa poitrine. La sécurité toujours enclenchée, mais le doigt le long du pontet. L'odeur s'intensifia à mesure qu'il avançait, et il se surprit à respirer par la bouche pour en éviter le pire. Le chemin de débardage tourna de nouveau, et il vit le premier signe que quelque chose était passé par là récemment. Un jeune pin, d'environ 10 cm de diamètre, avait été cassé net à plus de 2 mètres du sol. La cassure était fraîche, le bois exposé encore blanc et suintant de sève. Victor s'en approcha lentement, examinant les dégâts avec l'œil critique de quelqu'un qui avait passé sa vie à lire la forêt. Les ours pouvaient casser de petits arbres, mais ils les pliaient généralement plutôt que de les briser net. De plus, les ours noirs de l'East Texas étaient rares, et ils ne cassaient pas les arbres à 2 mètres de haut. Ils travaillaient plus bas, là où ils pouvaient atteindre en se tenant sur leurs pattes arrière. Cette cassure était plus haute que ce que Victor pouvait atteindre les bras complètement tendus, et la force requise pour briser un pin sain de 10 cm était considérable. Il avait vu des arbres endommagés par des tempêtes, par la chute de branches d'arbres plus gros, par des engins forestiers. Cela ne ressemblait à rien de tout ça. Il trouva l'empreinte une 50aine de mètres plus loin sur le sentier. Elle était imprimée dans une parcelle de terre meuble où une pluie récente avait laissé le sol boueux, et la première pensée de Victor fut que quelqu'un lui faisait une blague élaborée. L'empreinte mesurait facilement 45 cm de long sur 20 de large, avec 5 impressions d'orteils distinctes et un talon qui s'enfonçait de près de 5 cm dans la boue. Elle avait l'air presque humaine, mais à une échelle impossible. Aucun pied humain ne pouvait faire une empreinte de cette taille. Aucun pied humain ne pouvait s'enfoncer aussi profondément dans la terre tassée, à moins que le corps qui y était attaché ne pèse 250 ou 300 kilos. Victor s'accroupit près de l'empreinte, son rythme cardiaque commençant à grimper malgré ses efforts pour rester calme. Il avait entendu les histoires, bien sûr. Tous les chasseurs de l'East Texas les avaient entendus. Les récits de quelque chose de grand se déplaçant dans les pinèdes, quelque chose qui criait dans la nuit et laissait la destruction dans son sillage. Il les avait toujours écartés, les considérant comme le produit d'un excès de whisky et d'un manque de sommeil, le genre d'histoire de feu de camp que les hommes racontent pour effrayer les bleus. Mais il était en train de regarder une empreinte qui ne correspondait à aucun animal qu'il connaissait, imprimée dans une boue qui retenait encore l'humidité de la pluie de la nuit dernière. Quoi que ce fût qui avait fait cette empreinte, il était passé par là au cours des 12 dernières heures. La partie rationnelle de son esprit, celle qui avait passé 30 ans à accumuler des connaissances pratiques sur le monde naturel, commença à échafauder des explications. Un ours avec une démarche inhabituelle. Un farceur avec des pieds en bois sculptés. Un jeu d'ombre et de lumière qui faisait paraître une empreinte plus petite, plus grande qu'elle ne l'était. Mais l'odeur était toujours là, ce musc écrasant qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Et les instincts de Victor hurlaient en lui, d'une manière qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Il devrait partir. La pensée lui vint avec une clarté parfaite. Un message d'une partie profonde de son cerveau qui reconnaissait le danger d'une manière que son esprit conscient ne faisait pas. Il devrait retourner à son pick-up, rentrer chez lui
et ne jamais parler de cela à personne. C'était la chose la plus intelligente à faire. C'était ce qu'un homme sensé ferait. Victor se releva et continua sur le sentier. Il se demanderait plus tard pourquoi il avait fait ce choix, et la réponse honnête était qu'il ne le savait pas. La curiosité peut-être, l'entêtement, l'instinct du chasseur de poursuivre plutôt que de battre en retraite. Ou peut-être était-ce plus simple que ça. Peut-être qu'il ne croyait tout simplement pas que quoi que ce soit dans ces bois puisse le menacer, pas après toutes ces années. Il était armé, expérimenté et en terrain connu. Quoi que ce fût qui avait fait cette empreinte, ce n'était qu'un animal, et les animaux suivaient des règles que Victor comprenait. Le sentier débouchait sur une petite clairière où les bûcherons avaient autrefois entreposé leur matériel, une zone à peu près circulaire d'une 50aine de mètres de diamètre où le sous-bois n'avait jamais complètement repoussé. Victor s'arrêta à la lisière, scrutant l'espace ouvert avec des yeux exercés. Rien ne bougeait. Le silence était maintenant absolu, si complet qu'il pouvait entendre son propre pouls battre dans ses oreilles. L'odeur était devenue plus forte, et il réalisa soudain que quelque chose de grand avait traversé cette clairière très récemment. Les herbes hautes qui remplissaient l'espace avaient été couchées en une sorte de sentier, les tiges pliées encore vertes et flexibles, pas encore séchées par l'exposition. Il suivit la traînée d'herbe, écrasée du regard, et c'est alors qu'il vit le sanglier. Il gisait sur le flanc près du bord opposé de la clairière, et même à 50 mètres, Victor pouvait voir que quelque chose n'allait pas. L'animal était mort, sa masse immobile dans la lumière du matin, mais la position de son corps suggérait la violence plutôt que des causes naturelles. Alors qu'il s'approchait, la carabine levée et prête, les détails se précisèrent en une image qui lui noua l'estomac. Le sanglier avait été éventré, pas mordu ou griffé comme un prédateur pourrait attaquer, mais littéralement déchiré, comme si quelque chose avait saisi les deux côtés de sa cage thoracique et avait tiré vers l'extérieur avec une force prodigieuse. Les intestins de l'animal se déversaient sur l'herbe, fumant légèrement dans l'air frais. Victor estima son poids à près de 140 kilos. Une laie adulte qui aurait dû être plus que capable de se défendre contre n'importe quel prédateur des bois du Texas. Quoi que ce fût qui l'avait tué, l'avait fait avec une telle force que les côtes étaient visiblement brisées, les extrémités blanches des os dépassant de la peau. Victor tourna lentement autour de la carcasse, sa respiration s'accélérant malgré ses efforts pour rester maître de lui. Les blessures étaient fraîches. Le sang n'avait même pas commencé à coaguler correctement, ce qui signifiait que cela s'était produit dans la dernière heure, peut-être moins. Quoi que ce fût qui avait tué cet animal était encore dans les parages. Il devrait partir. La pensée revint, plus urgente cette fois, mais ses pieds semblaient enracinés au sol. Il était un chasseur. Il avait abattu des dizaines de sangliers dans ces bois, des centaines de cerfs au fil des ans. Il comprenait les prédateurs et les proies, comprenait les mathématiques de la violence qui régissait le monde naturel. Mais cela ne correspondait à aucune équation qu'il connaissait. Qu'est-ce qui tuait un sanglier de 140 kilos en le déchirant en deux? La réponse lui vint sous la forme d'un son. Une branche qui craque, quelque part dans la lisière des arbres à sa gauche. Victor pivota vers le bruit, la carabine montant à son épaule dans un mouvement si rodé qu'il était presque automatique. Pendant un long moment, il ne vit rien d'autre que le mur sombre des pins, les espaces entre eux remplis d'ombre, malgré le soleil matinal. Puis, quelque chose bougea, et la compréhension du monde de Victor Stone River changea pour toujours. La chose sortit de derrière un énorme pan taeda, à une 60aine de mètres de l'endroit où Victor se tenait, figé. Sa première impression fut celle de la taille. Une taille brute, impossible, que son cerveau peinait à traiter. La chose était énorme, facilement 2,40 m de haut, avec des épaules si larges qu'elle aurait dû se mettre de profil pour passer par une porte standard. Elle était couverte de poils sombres, brun roux,
sous la lumière oblique, emmêlé et épais sur un corps aux proportions clairement simiesques, mais qui se déplaçait avec une grâce fluide qui semblait incongrue pour quelque chose d'aussi massif. Victor ne se souvint pas d'avoir levé la carabine. Son esprit conscient s'était éteint, se retirant dans un espace intérieur sûr, tandis que son corps opérait par pur instinct. Son doigt trouva la détente, la sécurité déjà retirée, et il tira en plein torse, comme on le lui avait appris, comme il s'était entraîné des milliers de fois au stand de tir et sur le terrain. Le tir était bon. Il le sut au moment où la carabine frappa son épaule. Le sut avec la certitude de quelqu'un qui tirait depuis 3 décennies. La balle frappa la créature à la poitrine, et Victor vit l'impact, vit la touffe de fourrure soulevée et le bref titubement qui signifiait que la balle avait touché quelque chose de solide. Un cerf se serait effondré, un sanglier aurait au moins trébuché, aurait tenté de fuir. Cette chose ne fit ni l'un ni l'autre. Elle le regarda. Ce fut le moment dont Victor se souviendrait le plus clairement dans les années à venir, le moment où les yeux de la créature croisèrent les siens et où il comprit qu'il avait commis une terrible erreur. Les yeux étaient petits et profondément enfoncés sous une lourde arcade sourcilière, mais il y avait en eux quelque chose qui n'était pas tout à fait animal. Pas de l'intelligence, pas exactement, ou du moins pas une intelligence humaine. Quelque chose de plus ancien, quelque chose qui reconnaissait ce qu'était Victor et n'en était pas impressionné. Puis elle bougea. Victor avait regardé des documentaires animaliers sur les grands singes, sur les gorilles et les chimpanzés, et la vitesse explosive qu'ils pouvaient générer sur de courtes distances. Il pensait comprendre de quoi le muscle des primates était capable. Il avait tort. La créature franchit la distance qui les séparait plus vite que n'importe quoi de cette taille n'aurait dû pouvoir le faire. Ses longs bras pompant tandis qu'elle dévorait le terrain avec des foulées qui couvraient 2 ou 3 mètres à la fois. Victor essaya de chambrer une autre cartouche, essaya de lever la carabine, essaya de faire autre chose que de rester là comme un homme regardant sa propre mort approcher à 65 km/h. Il n'y parvint pas. L'impact ne ressemblait à rien de ce que Victor avait jamais connu. Il avait été plaqué par un défenseur au lycée, avait reçu un coup de sabot d'un cheval une fois, alors qu'il aidait un ami à la ferme. Ces collisions avaient été douloureuses, choquantes dans leur intensité. C'était tout autre chose. L'épaule de la créature le percuta à la poitrine et anéantit simplement son élan, le soulevant de ses pieds et le projetant en arrière dans les airs. Il eut le temps d'enregistrer la sensation de vol, l'étrange conscience au ralenti d'être complètement déconnecté du sol. Puis, il heurta le tronc d'un pin abattu et le monde devint blanc de douleur. 4 côtes cassées. Il ne le savait pas à ce moment-là. Il ne le saurait que lorsque le médecin des urgences lui montrerait les radios 2 jours plus tard. Ce qu'il savait à cet instant, c'est qu'il ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser, ne pouvait rien faire d'autre que de rester allongé sur le tapis d'aiguilles, de pins et de feuilles mortes et d'essayer de forcer l'air à entrer dans des poumons qui semblaient avoir oublié comment fonctionner. Sa carabine avait disparu, arrachée de ses mains par l'impact. Son sac était quelque part derrière lui. Il était sans défense, brisé, gisant au pied de quelque chose qui ne devrait pas exister. La créature se dressait au-dessus de lui, et Victor put voir clairement son visage pour la première fois. Les traits étaient simiesques, mais incorrects de manière subtile. La mâchoire plus lourde que celle d'un gorille. Le nez plus prononcé, le front fuyant sous cette épaisse arcade sourcilière. Des poils rêches couvraient tout sauf la zone, immédiatement autour des yeux et de la bouche, et la peau en dessous était sombre, presque noire. L'odeur était maintenant écrasante, une présence physique qui lui faisait pleurer les yeux et lui serrait la gorge. Elle respirait fort après sa charge,
de grandes bouffées d'air fétide qui balayaient le visage de Victor et lui donnaient envie de vomir. Mais elle n'attaquait pas. Elle se tenait là, son torse massif se soulevant, ses yeux profondément enfoncés fixés sur lui, avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. Curieuse, peut-être, en train de l'évaluer, essayant de comprendre ce qu'était cette petite chose qui l'avait blessé. Victor vit alors le trou de la balle. Il était haut sur la poitrine de la créature, près de l'épaule gauche, une tache sombre et humide où les poils étaient agglutinés par le sang. La balle était entrée mais n'était apparemment pas ressortie, ce qui signifiait qu'elle était quelque part dans ce corps massif, écrasé et fragmenté, causant des dommages qui auraient abattu n'importe quel animal normal. La créature ne montrait aucun signe d'être affectée au-delà du titubement initial. C'était comme si Victor lui avait jeté un caillou. Il ne pouvait pas bouger. Son corps avait décidé que l'immobilité était la seule option, que toute tentative de fuite déclencherait une attaque qui achèverait ce que la charge initiale avait commencé. Il resta là, dans les aiguilles de pin, respirant par courtes goulées douloureuses à travers ses côtes cassées, et regarda la créature le regarder. Le temps devint élastique. Cela aurait pu durer 30 secondes ou 5 minutes. Victor n'avait aucun moyen de le savoir. La créature semblait attendre quelque chose, un signal ou une provocation qui déterminerait ce qui allait se passer ensuite. Sa tête s'inclina légèrement sur le côté, un geste qui semblait presque canin, et un son grave gronda du fond de sa poitrine. Pas un grognement, pas exactement. Quelque chose de plus complexe. Une vocalisation qui contenait des notes que le cerveau de Victor ne savait pas interpréter. Puis, elle se tourna et s'éloigna. Victor resta parfaitement immobile, tandis que la créature retournait vers la lisière des arbres, son corps massif disparaissant dans les ombres entre les pins. Il put l'entendre pendant quelques secondes de plus, les pas lourds et le craquement des branches écartées. Puis, il n'y eut plus que le silence et le son de sa propre respiration saccadée. Il ne bougea pas pendant un long moment. La partie rationnelle de son cerveau lui hurlait de se lever, de trouver sa carabine, de courir jusqu'à son pick-up et de conduire jusqu'à ce que cet endroit ne soit plus qu'un point sur une carte qu'il ne visiterait plus jamais. Mais son corps refusait de coopérer. Le choc de l'impact lui avait fait quelque chose au-delà des côtes cassées et des contusions qu'il sentait déjà s'étendre dans son dos. Il était fondamentalement brisé d'une manière qui dépassait le physique. Sa compréhension du monde brisé comme les os de sa poitrine. Finalement, le froid pénétra là où la peur ne le pouvait pas. L'air de novembre s'infiltrait à travers sa veste et ses mains commençaient à trembler de quelque chose de plus que de la terreur. Victor se força à bouger, d'abord ses doigts, puis ses mains, puis ses bras. Chaque respiration envoyait des poignards à travers sa poitrine, et il sut avec une certitude nauséeuse que les côtes cassées s'étaient graves. Bouger allait les aggraver. Rester ici le tuerait. Il roula sur le côté, gémissant à travers ses dents serrées alors que les os se déplaçaient. La douleur était extraordinaire, une floraison brûlante qui semblait remplir tout son torse. Il plaça ses mains sous lui et poussa, et le monde devint gris sur les bords. Pendant un long moment, il resta suspendu entre la conscience et l'obscurité. Puis, le gris se retira, et il était à genoux, haletant, des larmes coulant sur son visage à cause de l'effort. Sa carabine était à 4 ou 5 mètres de là, posée dans une touffe d'herbe. Victor rampa vers elle, chaque mouvement envoyant de nouvelles vagues d'agonie à travers sa poitrine. L'arme n'était pas endommagée, pour autant qu'il puisse en juger, la lunette toujours montée, la culasse toujours nette. Il éjecta l'étui usé et chambra une nouvelle cartouche. Et le simple fait d'avoir à nouveau la carabine entre les mains le fit se sentir marginalement moins impuissant. Se mettre debout fut pire que tout ce qui avait précédé. Il utilisa un petit arbre comme support, se hissant main sur main tandis que son corps lui hurlait d'arrêter.
de s'allonger, d'accepter que c'était ici que son histoire se terminait. Mais Victor était têtu d'une manière qui lui avait coûté un mariage, et probablement une décennie d'espérance de vie à cause du stress. Et cette ténacité le servit maintenant. Il se mit à la verticale. Il resta à la verticale. Il fit un pas vers le chemin de débardage, puis un autre, et quelque chose comme de l'espoir commença à naître dans sa poitrine à côté de la douleur. Le retour à son pick-up prit près de 2 heures. La distance était de moins d'1,5 kilomètre, mais Victor devait s'arrêter tous les quelques dizaines de mètres, s'appuyant contre des arbres et attendant que la douleur s'atténue suffisamment pour qu'il puisse se forcer à avancer à nouveau. Sa vision n'arrêtait pas de se dérégler, se rétrécissant en un point étroit ou devenant complètement grise, et par 2 fois, il tomba à genoux et se rattrapa de justesse avant de s'écraser le visage dans la terre. La forêt autour de lui restait silencieuse, ce terrible silence contre nature qui avait marqué la matinée, mais il ne vit ni n'entendit aucun signe de la créature. Son pick-up était là où il l'avait laissé, garé sur l'accotement à côté de la barrière à bétail rouillé. Victor sortit ses clés de sa poche avec des mains qui ne cessaient de trembler et réussit à déverrouiller la portière à la 3e tentative. Entrer dans la cabine l'obligea à lever la jambe par-dessus le marchepied, et ce simple mouvement faillit le faire s'évanouir. Il resta assis sur le siège du conducteur pendant un long moment, haletant, essayant de trouver une position qui ne lui donnait pas l'impression d'avoir des couteaux plantés dans la poitrine. Son téléphone était dans la console centrale. Il l'attrapa, pensant appeler le 911, puis s'arrêta. Que dirait-il? Qu'il avait été attaqué par un Bigfoot? Qu'il lui avait tiré dessus et qu'il n'était pas mort? Ils enverraient une ambulance et les ambulanciers poseraient des questions et quelqu'un rédigerait un rapport. Et puis quoi? Il deviendrait ce type, celui qui prétendait avoir vu quelque chose d'impossible dans les bois. Ses amis le regarderaient différemment. Sa famille s'inquiéterait pour sa santé mentale, et personne ne le croirait, pas sans preuve. La balle. La pensée lui vint, entièrement formée, une clarté froide perçant la douleur et le choc. Il avait tiré sur la créature à bout portant avec un 30-06. La balle avait fait mouche. Il l'avait vue frapper. Puis elle s'était arrêtée. Les balles ne s'arrêtent pas comme ça. Soit elles traversent, soit elles se fragmentent. Et dans les 2 cas, il y aurait des preuves. Si la balle était restée dans la créature, elle y était probablement encore. Mais si elle avait rebondi sur quelque chose, s'il y avait la moindre chance qu'elle se trouve dans l'herbe où la créature s'était tenue, Victor démarra le moteur. L'horloge du tableau de bord indiquait 11h47, ce qui signifiait qu'il était dans les bois depuis près de 4 heures. Le trajet jusqu'à l'hôpital de Tyler prendrait 45 minutes, peut-être 1 heure s'il devait s'arrêter à cause de la douleur. Il pouvait le faire. Il pouvait faire ce trajet. Mais d'abord, il y retournait. La décision était insensée. Il savait qu'elle était insensée alors même qu'il passait une vitesse et s'engageait sur la County Road 448. La créature pourrait encore être là. Ses côtes étaient escassées. Sa vision était compromise et il n'était pas en état de se défendre si elle revenait sur lui. Mais il avait besoin de quelque chose. Une preuve que ce qui s'était passé était réel, qu'il n'avait pas imaginé toute la scène dans une sorte d'hallucination due au stress. La balle était la seule chose qui pourrait survivre à un examen. Il dépassa l'accotement et continua sur la route de compter sur encore 400 mètres, où un pare-feu s'enfonçait dans la forêt en biais. Cela le rapprocherait de la clairière sans avoir à parcourir tout le chemin de débardage. Sa pensée était floue, mais il s'accrochait à la logique de la chose, la simple géométrie pour trouver un chemin plus court. Il se gara près du pare-feu et resta assis un moment, rassemblant ses forces. Puis il sortit. La marche fut plus courte, mais pas plus facile. Le pare-feu était envahi par la végétation par endroits, et Victor dut se frayer un chemin à travers des broussailles qui griffaient sa veste et secouaient ses côtes cassées. La douleur s'était installée en une pulsation constante,
ponctuées de pointes plus vives chaque fois qu'il faisait un faux mouvement. Il gardait la carabine levée, le canon balayant la lisière des arbres tandis qu'il se déplaçait, bien qu'il doutât de sa capacité à toucher quoi que ce soit dans son état actuel. La clairière apparut plus tôt qu'il ne s'y attendait, et Victor s'arrêta au bord, cherchant tout signe de la créature. Rien ne bougeait. La carcasse du sanglier était toujours là, le corps déchiré commençant déjà à attirer les mouches malgré la température fraîche. Victor longea le bord de la clairière, restant près de la lisière des arbres jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit où la créature se tenait quand il avait tiré. Le sol était retourné par la charge de la créature, de grandes entailles dans la terre meuble où ses pieds massifs s'étaient enfoncés pour prendre appui. Victor fouilla la zone avec soin, passant ses doigts dans la terre remuée, cherchant le moindre signe de la balle. Il trouva du sang, sombre et épais sur une touffe d'herbe. Le sang de la créature. Il trouva une mèche de poils brun-roux accrochée à une branche basse, mais pas de balle. Il était sur le point d'abandonner quand la lumière attrapa quelque chose de métallique près de la base d'un pin. Victor s'approcha lentement, son cœur battant soudain la chamade malgré la douleur dans sa poitrine. Elle était là, à moitié enfouie dans un amas de racines. La balle, ou ce qu'il en restait. La balle s'était écrasée en champignon à l'impact, comme les balles sont conçues pour le faire. Mais ensuite, elle avait apparemment été expulsée. Le disque aplati de plomb chemisé de cuivre gisait dans la terre comme une pièce de monnaie, déformée mais intacte. Victor le ramassa avec des doigts tremblants et le fixa un long moment. C'était une balle de 30-06 conçue pour abattre un cerf à 300 mètres, pour percer le muscle, l'os et les organes vitaux. Elle aurait dû faire un trou à travers tout ce qu'elle touchait. Au lieu de cela, on aurait dit qu'elle avait heurté un mur de briques. Il mit la balle dans la poche de sa veste et retourna vers son pick-up. Le trajet jusqu'à Tyler fut un brouillard de douleur et de détermination. Victor gardait une main pressée contre ses côtes et l'autre sur le volant, et il se parlait à lui-même pour rester conscient. Le nom de son ex-femme était Linda. Ils avaient été mariés pendant 12 ans avant qu'elle ne décide qu'elle ne pouvait pas vivre avec un homme qui passait tous ses week-ends dans les bois. Le nom de sa fille était Michelle. Elle avait 23 ans maintenant, vivait à Dallas, travaillait pour une entreprise de technologie dont Victor ne se souvenait jamais du nom. Il égrenait les faits de sa vie comme un chapelet, chaque perle une prise à laquelle s'agripper lorsque l'obscurité menaçait de l'engloutir. L'hôpital apparut sur sa droite, et Victor se gara sur le parking des urgences avec un sentiment de soulagement si profond qu'il faillit en pleurer. Il entra en titubant par les portes automatiques et dit à la femme à l'accueil qu'il était tombé en chassant, qu'il pensait s'être cassé des côtes. Elle lui jeta un regard et appela un fauteuil roulant. Puis, Victor fut poussé dans un couloir qui sentait l'antiseptique et la peur. Et des mains l'aidaient à s'allonger sur un lit, et quelqu'un découpait sa veste pour examiner les dégâts. Les radios confirmèrent ce qu'il savait déjà. 4 côtes fêlées, dont 2 gravement, des contusions sur la majeure partie de son dos et de son côté gauche. Une légère commotion cérébrale, probablement due au choc de sa tête contre le sol. Le médecin des urgences, une jeune femme qui semblait à peine assez âgée pour conduire, lui dit qu'il avait eu de la chance. Les fractures de côte pouvaient perforer les poumons, provoquer des hémorragies internes, vous tuer si vous étiez assez stupide pour conduire 45 minutes avec au lieu d'appeler une ambulance. Victor hocha la tête et convint qu'il avait été stupide, et il ne mentionna ni la créature, ni la clairière, ni la balle qui était toujours dans la poche de sa veste. Il voulait le garder en observation pour la nuit. Victor accepta parce qu'il n'avait pas la force de discuter et parce qu'une partie de lui attendait toujours que le couperet tombe. La créature l'avait laissé partir, mais cela ne signifiait pas qu'elle en avait fini avec lui. Il resta allongé dans le lit d'hôpital avec une perfusion de morphine qui engourdissait le pire de la douleur, fixant le plafond et essayant de se convaincre qu'il était en sécurité. Le sommeil vint par bribes,
interrompu par les infirmières prenant ses constantes et les bruits aléatoires de l'hôpital la nuit. Il rêva de la créature, de ses yeux profondément enfoncés croisant les siens à travers la clairière, de la vitesse impossible de sa charge. Dans les rêves, elle ne s'arrêtait pas en l'atteignant. Dans les rêves, elle l'éventrait comme elle avait éventré le sanglier, et il regardait ses propres organes se déverser sur les aiguilles de pin, tandis que la créature émettait ce son grave et grondant qui n'était pas tout à fait un grognement. Il se réveilla avant l'aube, trempé de sueur malgré l'air frais de la chambre d'hôpital. La fenêtre montrait la première lumière grise du matin, et Victor resta immobile, regardant le ciel s'éclaircir, essayant de reconstruire une version de la réalité qui ait un sens. Il avait été attaqué par quelque chose dans les bois. C'était un fait. Il lui avait tiré dessus, et elle n'était pas morte. C'était aussi un fait. Mais quel genre d'animal pouvait encaisser une balle de 30,06 à bout portant et continuer d'avancer? Quel genre d'animal mesurait 2,40 m, était couvert de poils et se déplaçait plus vite que n'importe quel être vivant qu'il n'ait jamais vu? La réponse était évidente, et Victor la rejeta comme un homme qui se noie pourrait rejeter la réalité de l'eau remplissant ses poumons. Bigfoot n'était pas réel. C'était un mythe, une légende, quelque chose que les chasseurs ivres inventaient pour expliquer des sons qu'ils ne pouvaient pas identifier. Il chassait dans ces bois depuis 30 ans et n'avait jamais rien vu de plus grand qu'un cerf. L'idée qu'une population reproductrice de singes géants puisse exister dans l'East Texas sans être documentée, sans laisser de preuves, sans que personne n'obtienne une photo nette, était absurde. Mais la balle dans sa poche n'était pas absurde. Les côtes cassées n'étaient pas absurdes. L'odeur qui s'accrochait encore à sa veste, ce musc animal rance qui faisait grimacer le personnel de l'hôpital, n'était pas absurde. Quelque chose l'avait attaqué. Quelque chose de réel. Victor sortit de l'hôpital cet après-midi-là, avec une boîte d'analgésiques et des instructions strictes de se reposer. Son pick-up était toujours sur le parking de l'hôpital, et il rentra chez lui, dans sa petite maison à la périphérie de Tyler, avec la même détermination prudente qu'il avait sorti des bois. Ses voisins le virent se déplacer avec raideur du pick-up à la porte d'entrée, et supposèrent probablement qu'il s'était fait un tour de rein lors d'une partie de chasse. Laissez-les supposer. La vérité était trop grande et trop étrange pour être partagée. Il fit une déclaration au Texas Parks and Wildlife Department le lendemain. Il leur dit qu'il avait été attaqué par quelque chose de grand dans les bois d'Anderson County. Peut-être un ours. Le ranger au téléphone fut poli mais sceptique. Les ours noirs dans l'East Texas étaient rares, dit-il. Ils évitèrent généralement les humains, et une attaque non provoquée serait extrêmement inhabituelle. Victor était-il près des oursons de l'animal? L'avait-il surpris près d'une source de nourriture? Victor dit qu'il ne savait pas, et le ranger prit ses coordonnées et dit que quelqu'un pourrait le contacter pour enquêter. Personne n'appela jamais. Victor publia également son récit sur un forum de chasse de Tyler, un endroit où il était un membre actif depuis près d'une décennie. Les réponses allèrent de l'inquiétude au dédain. Certains suggérèrent qu'il avait rencontré un chien sauvage ou un grand sanglier. D'autres pensèrent qu'il avait peut-être tout halluciné, une réaction de stress à la chute qui lui avait cassé les côtes. Quelques-uns firent des blagues sur Bigfoot, et Victor lut ces commentaires avec un sentiment de vide dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec ses os brisés. Personne ne le croyait. Pourquoi le ferait-il? Il y croyait à peine lui-même, et il avait été là. Il avait regardé dans ses yeux. Il avait senti l'impact quand la créature l'avait heurté. Il avait senti son souffle balayer son visage alors qu'il gisait, brisé, dans les aiguilles de pin. C'était arrivé, tout ça, et maintenant il devait vivre avec la connaissance que quelque chose d'impossible se promenait dans des bois que les gens appelaient leur foyer depuis 200 ans. La balle resta dans sa boîte à gants. Il la sortait parfois, la tournait dans ses mains, sentait le poids du plomb aplati,
et se souvenait. Les médecins de l'hôpital lui avaient donné une version des événements qui avait du sens. Une chute, des côtes cassées, un possible traumatisme crânien qui pourrait expliquer toute confusion sur ce qui s'était passé. Linda appela quand elle l'apprit par la famille et Victor lui raconta la même histoire qu'à tout le monde. Il était tombé, il s'était cassé des côtes. Il allait bien maintenant. Mais la nuit, aux heures où la maison était silencieuse et que les analgésiques s'étaient suffisamment estompés pour laisser place à la clarté, Victor Stoneriver s'asseyait dans son salon, fixait le mur et savait que plus rien ne serait jamais bien. Il avait vu quelque chose que le monde disait ne pas exister. Et le monde avait tort. La créature était là dehors, marchant dans les pinèdes avec une balle aplatie quelque part dans son corps massif. Et tôt ou tard, quelqu'un d'autre tomberait sur son territoire comme Victor l'avait fait. Il se demandait s'ils auraient autant de chance que lui. Il se demandait même ce que « chanceux » signifiait encore. Les semaines qui suivirent furent d'une lente éducation sur la manière dont l'esprit traite un traumatisme qu'il ne peut accepter. Les côtes de Victor guérirent, plus ou moins. Les ecchymoses passèrent du violet au jaune, puis à rien. Les tissus se ressoudant comme le corps humain se ressoudait depuis 100 000 ans. Mais son sommeil ne guérit pas. Son sentiment de sécurité ne guérit pas. La croyance fondamentale qu'il comprenait le monde dans lequel il vivait était brisée au-delà de toute réparation et aucun temps n'allait rassembler ses morceaux. Il se mit à passer en voiture devant l'accotement sur la County Road 448. Pas pour chasser, plus maintenant, mais juste pour regarder. Pour voir si quelque chose avait changé. S'il y avait un signe que ce qu'il avait vécu faisait l'objet d'une enquête, était documenté ou reconnu de quelque manière que ce soit. La barrière à bétail rouillée était toujours là, l'ancien chemin de débardage disparaissant dans l'ombre des pins. Une fois, environ 3 semaines après l'attaque, il vit un véhicule du Parks and Wildlife, garé près de l'intersection, et son cœur fit un bond dans sa poitrine. Mais le ranger était juste en train de déjeuner, probablement en pause d'un autre appel, et il repartit sans jamais jeter un œil à la route que Victor avait empruntée. Personne ne savait. Personne ne cherchait. Les bois gardaient leurs secrets comme ils les avaient toujours gardés. Et Victor se retrouvait seul avec un souvenir qui ressemblait de plus en plus à de la folie à mesure qu'il le portait. Il retourna à la chasse, finalement. Pas dans Anderson County, pas dans ces bois-là, mais dans d'autres endroits. Des endroits sûrs, si tant est qu'un endroit puisse encore être qualifié de sûr. Il se surprit à scruter les lisières des arbres différemment, ne cherchant pas des cerfs ou des sangliers, mais quelque chose de bien plus grand. Il se surprit à humer l'air avant de sortir de son pick-up, vérifiant la présence de ce muscrance qui avait annoncé la présence de la créature. Il ne le trouva jamais. Il ne vit jamais rien d'extraordinaire, juste le trafic normal de la faune qui avait toujours peuplé les forêts de l'East Texas. Mais il ne pouvait se défaire du sentiment d'être observé. C'était probablement de la paranoïa. Les médecins l'avaient mentionné comme un possible effet secondaire du traumatisme crânien. Une réaction de sursaut exacerbée, une tendance à interpréter les stimuli neutres comme menaçants. Victor hochait la tête quand il l'expliquait et ne mentionnait pas que ce sentiment était spécifique à certains environnements, qu'il se manifestait le plus fortement quand il était seul dans les bois, que la lumière déclinait et que les ombres entre les arbres s'allongeaient. Quelque chose l'avait observé ce matin de novembre. Quelque chose avait décidé de le laisser vivre, et il ne pouvait échapper à la conviction que l'observation n'avait pas cessé. Le forum de chasse de Tyler passa à d'autres sujets. Son message sur l'attaque fut enterré sous des discussions sur la saison du cerf, les modifications de carabines et le débat sans fin sur le meilleur calibre pour la chasse aux cochons sauvages. Quelques personnes s'en souvenaient, y faisaient parfois référence quand quelqu'un d'autre publiait un message sur une expérience étrange dans les pinèdes. Mais leur ton était badin, sceptique, comme les gens parlent de choses auxquelles ils ne croient pas vraiment.
Victor cessa de visiter le forum après un certain temps. Le rappel de sa solitude dans sa connaissance devint trop douloureux. Sa fille vint lui rendre visite pour Noël, et Victor ne lui dit rien. Elle remarqua sa façon de bouger, la manière prudente dont il protégeait son côté gauche où les côtes s'étaient fêlées. Il lui raconta la même histoire qu'à tout le monde. Une chute, un accident stupide, rien d'inquiétant. Michel le regarda avec cette inquiétude particulière d'une enfant adulte qui soupçonne un parent de cacher quelque chose, mais elle n'insista pas. Ils dînèrent, échangèrent des cadeaux et regardèrent du football. Et Victor sentit les yeux de la créature sur lui-même dans son propre salon, même avec sa famille autour de lui, même dans la chaleur, la lumière et la sécurité de son foyer. La balle aplatie resta dans sa boîte à gants. Il pensa à la faire analyser, à l'apporter à un métallurgiste ou à un expert en criminalistique qui pourrait lui dire exactement ce qu'elle avait heurté pour s'aplatir de cette façon. Les résultats pourraient être intéressants. Il pourrait étayer son histoire, prouver que la balle avait heurté quelque chose de plus dense que du muscle, de plus dense que de l'os. Mais qui le croirait? La balle n'était plus qu'un morceau de métal déformé, divorcé de son contexte. Elle aurait pu heurter n'importe quoi, un rocher, un morceau d'acier enfoui dans la terre. La preuve n'était pas une preuve sans l'histoire, et l'histoire était impossible. Le printemps arriva, et Victor recommença à conduire. Pas vers les bois cette fois, mais vers des endroits où d'autres personnes avaient signalé des expériences étranges. Il y avait des forums en ligne, des communautés de croyants, de chercheurs et de farfelus qui passaient leur vie à pourchasser un mystère que la science traditionnelle refusait de reconnaître. Victor lisait leurs récits avec la reconnaissance nauséeuse de quelqu'un qui connaissait la vérité et ne pouvait la partager. Beaucoup d'histoires étaient clairement fausses, des fictions mal écrites conçues pour générer des clics. Certaines étaient d'honnêtes erreurs d'identification, des gens qui avaient nos vues des ours, des élans ou des ombres dans le noir, et s'étaient convaincus que c'était quelque chose de plus. Mais quelques-unes, une poignée dispersée sur des décennies et des continents, sonnaient vraies d'une manière qui faisait mal à la poitrine de Victor. Ces gens avaient vu ce qu'il avait vu. Ils savaient ce qu'ils savaient. Et ils avaient été rejetés, ridiculisés, qualifiés de menteurs ou de fous par un monde qui ne pouvait s'accommoder de la réalité dont ils avaient été témoins. Victor songea à les contacter, à partager son propre récit dans un espace où il pourrait être cru. Mais quelque chose le retint. La fierté peut-être, ou la peur que même parmi les croyants, son histoire soit décortiquée, remise en question et finalement rejetée. Il ne pouvait pas supporter ça. Pas encore. La balle resta dans sa boîte à gants. Certaines nuits, quand l'insomnie était particulièrement mauvaise et que l'obscurité derrière ses fenêtres ressemblait à quelque chose de vivant, Victor sortait jusqu'à son pick-up, s'asseyait dans la cabine et tenait le disque aplati dans sa paume. C'était réel. C'était arrivé. Le poids du métal dans sa main était la seule encre qu'il avait à une vérité que le reste du monde avait décidé de ne pas reconnaître. Il ne retourna jamais dans ces bois-là. Harold Givens l'appela une fois, se demandant pourquoi Victor ne venait plus. Et Victor inventa une excuse à propos de ses côtes, de son emploi du temps et d'une douzaine d'autres choses qui n'étaient pas la vraie raison. La vraie raison était qu'il savait ce qui était là dehors, qu'il savait que ça l'avait laissé vivre une fois, et qu'il n'allait pas lui donner une seconde chance. Mais les bois n'avaient pas besoin que Victor vienne à eux. Les bois s'étendaient, toujours s'étendant, les pins Taeda poussant, mourant et repoussant dans un cycle sans fin qui durait depuis des millions d'années. La créature était là dehors quelque part, se déplaçant dans les ombres, laissant des empreintes que personne ne trouverait et faisant des sons que personne ne comprendrait. Elle existait
avant la naissance de Victor. Elle existerait après sa mort. Et rien de ce qu'il ferait, dirait ou croirait ne changerait ce fait fondamental. La balle aplatie était la seule preuve que la rencontre avait eu lieu, la seule preuve tangible d'une confrontation qui avait brisé sa compréhension de la réalité. Victor la gardait dans sa boîte à gants parce que l'alternative était de reconnaître qu'il n'avait rien, que l'événement le plus significatif de sa vie n'avait laissé aucune marque que le monde puisse reconnaître. Quand il la touchait, quand il sentait le poids familier du métal déformé, il se rappelait qu'il n'était pas fou, que la créature était réelle, que certaines choses existent, que nous y croyons ou non. Les mois devinrent une année. Les côtes de Victor finirent de guérir, ne laissant qu'une légère douleur lorsque le temps changeait ou qu'il se tordait de la mauvaise façon. Il cessa de parler de ce qui s'était passé, même aux rares personnes qui auraient pu l'écouter. Le souvenir s'installa dans un endroit profond en lui, un noyau dur de savoir qu'il portait seul. Il y pensait moins souvent avec le temps, mais il n'oublia jamais. Certaines choses ne s'oublient pas. Certaines choses deviennent une partie de vous, tissée dans la trame de qui vous êtes. Et Victor avait été changé par sa rencontre d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre. Il était plus prudent maintenant, plus vigilant. La confiance désinvolte qu'il avait autrefois ressentie dans les bois avait disparu pour toujours, remplacée par une méfiance qui aurait semblé excessive à quiconque ne connaissait pas la vérité. Il chassait toujours, passait toujours du temps dans les forêts qu'il aimait. Mais il n'y était jamais seul. Pas vraiment. Une partie de lui était toujours en attente, toujours à l'écoute, scrutant toujours la lisière des arbres, à la recherche d'un mouvement qui n'avait pas sa place. La créature l'avait laissé vivre. Il ne savait pas pourquoi, et il avait cessé d'essayer de comprendre. Peut-être avait-elle reconnu quelque chose en lui, une qualité qui faisait qu'il ne valait pas la peine d'être tué. Peut-être avait-elle simplement été curieuse, étudiant cette petite chose qui l'avait blessée avant de décider qu'elle n'était pas une menace. Ou peut-être n'y avait-il aucune raison du tout, juste le caprice aléatoire d'un animal prenant des décisions en une fraction de seconde, basées sur des instincts que Victor ne comprendrait jamais. Ce qu'il savait avec certitude, c'est qu'on lui avait fait un cadeau, même si ça n'en avait pas l'air. Il avait regardé dans les yeux de quelque chose d'impossible et avait survécu pour s'en souvenir. Le souvenir était un fardeau, oui, mais c'était aussi la preuve que le monde était plus vaste et plus étrange que la plupart des gens ne le sauraient jamais. Il y avait des choses dans l'obscurité, des choses qui observaient, attendaient et parfois, pour leurs propres raisons, choisissaient d'épargner les vies qu'elles auraient pu facilement prendre. Victor Stone River garda la balle aplatie dans sa boîte à gants pour le reste de sa vie. C'était un rappel que certaines choses ne suivent pas les règles, que les hypothèses confortables sur lesquelles nous construisons nos vies peuvent être brisées en un instant par quelque chose d'immense, de rapide et de totalement au-delà de notre compréhension. Il ne raconta plus jamais son histoire à personne, mais la vérité de celle-ci vivait en lui comme un second battement de cœur, constant et inéluctable. La créature était toujours là dehors. Elle serait toujours là dehors. Et quelque part dans les pinettes de l'East Texas, dans les espaces entre les arbres, où les ombres s'étiraient et où le silence était absolu, quelque chose observait, attendait, se souvenant de la petite chose qui lui avait tiré dessus une fois et s'était échappée. Victor le savait avec la certitude de quelqu'un qui avait regardé dans ses yeux et compris, en ce seul instant figé, à quel point la vie humaine était petite et fragile. Cette connaissance l'avait changé. Comment aurait-il pu en être autrement? Il avait vu derrière le rideau, entrevu la réalité cachée qui se tapissait aux confins du monde,
que la plupart des gens pensaient comprendre. Et maintenant, il portait cet aperçu avec lui. Toujours. Un poids dans sa poitrine qui ne se lèverait jamais entièrement. La balle aplatie était la preuve. Les côtes cassées avaient été le prix. Et le reste de la vie de Victor était la suite, vécue dans l'ombre de quelque chose qui ne devrait pas exister, mais qui existait, quelque chose d'ancien, de puissant et de totalement indifférent au fait que Victor Stone River y croit ou non. Certaines choses n'ont pas besoin qu'on y croie. Elles sont, tout simplement. Et dans la boîte à gants du pick-up de Victor, un petit disque de métal déformé attendait, aussi patient que la créature qui l'avait produit, que quelqu'un pose enfin les bonnes questions et croit aux réponses impossibles. Les années s'accumulèrent comme des feuilles mortes, chacune ajoutant son poids au tas de temps écoulé depuis ce matin de novembre. Victor eut 50 ans, puis 55, ses cheveux grisonnant aux tempes et son corps accumulant les petites douleurs qui venaient avec l'âge. Il prit sa retraite de son poste à l'atelier d'usinage où il avait travaillé pendant 3 décennies, et la montre en or qu'on lui offrit resta dans un tiroir qu'il ouvrait rarement. Linda se remaria avec un homme charmant nommé Frank qui vendait des assurances et n'avait jamais tenu une carabine de sa vie. Michelle déménagea à Seattle pour un travail et appelait le dimanche quand elle s'en souvenait. Sa voix de plus en plus distante, à mesure qu'elle construisait une vie qui n'incluait pas les étranges silences et les regards lointains de son père. Victor ne leur en voulait pas de s'éloigner. Il était devenu difficile à connaître, difficile à aimer. La rencontre avait tracé une ligne dans sa vie, et tout ce qui se trouvait de ce côté de la ligne était teinté par ce qu'il avait vu de l'autre côté. Il ne pouvait l'expliquer à personne, ne pouvait trouver les mots qui leur feraient comprendre pourquoi il s'arrêtait parfois, au milieu d'une conversation, les yeux tournés vers la fenêtre, les oreilles tendues vers des sons qui n'étaient pas là. Il pensait qu'il vieillissait. Il pensait qu'il perdait la tête. Peut-être avait-il raison sur les 2 points. Les forums de chasse changèrent de propriétaires, de plateformes, et finirent par disparaître complètement à mesure que les réseaux sociaux absorbaient tout sur leur passage. Le message original de Victor sur l'attaque se perdit quelque part dans l'éther numérique, effacé par les migrations de serveurs, les erreurs de base de données, et la simple entropie qui affectait toute chose un jour ou l'autre. Les réponses, les blagues, les commentaires dédaigneux, tout cela disparut comme si ça n'avait jamais existé. Seule la mémoire de Victor restait, et la mémoire était une chose fragile, sujette à la révision et à la décomposition. Mais la balle restait aussi. Elle n'avait pas changé, ne s'était pas dégradée, n'avait rien fait d'autre que de rester dans sa boîte à gants et d'attendre. Victor la sortait moins souvent maintenant, peut-être 1 fois par mois, au lieu d'1 fois par semaine. Mais quand il le faisait, son poids ramenait tout à la surface. L'odeur, les yeux, la vitesse impossible de la charge, le moment où il gisait, brisé, dans les aiguilles de pin, et regardait la créature décider s'il allait vivre ou mourir. Il avait fait quelques recherches au fil des ans, plus par habitude que par espoir. La communauté Bigfoot était fracturée et conflictuelle, pleine de vrais croyants, de sceptiques et de tout ce qu'il y avait entre les deux. Certains prétendaient avoir des preuves, des moulages d'empreintes, des photographies floues et des enregistrements audio d'appels étranges. Victor regardait tout cela avec l'œil las de quelqu'un qui savait à quoi ressemblaient de vraies preuves et comprenait que rien de tout cela ne serait jamais suffisant. Le monde avait décidé ce qui était possible et ce qui ne l'était pas, et aucune quantité de balles aplaties ou de côtes cassées ne changerait cette décision. Il songeait parfois à écrire son histoire. Pas pour la publier, pas pour que quiconque la lise, juste pour la postérité. Un document qui existerait quelque part, qui pourrait être trouvé après sa mort,
qui prouverait qu'il n'avait pas tout imaginé. Mais il ne le fit jamais. Les mots ne sortaient jamais correctement, ne capturaient jamais la réalité de ce qu'il avait vécu. Le langage était construit pour le monde dans lequel la plupart des gens vivaient, et l'expérience de Victor avait dépassé les limites de ce monde. Comment décrire une créature qui ne devrait pas exister? Comment transmettre la qualité particulière de la peur qui venait du fait d'affronter quelque chose de plus ancien et de plus puissant que votre espèce entière? Il ne le savait pas, et ce non-savoir gardait l'histoire enfermée en lui, devenant plus lourde chaque année qui passait. Les bois poursuivissent leur lente expansion, les pins poussant, mourant et repoussant. Victor passait parfois en voiture devant l'accotement sur la County Road 448, juste pour regarder. La barrière à bétail rouillée avait été remplacée à un moment donné, la nouvelle en aluminium brillant contrastant avec le fond sombre des arbres. Harold Givens était mort, apprit Victor, et la propriété était passée à un neveu qui vivait à Houston et ne mettait probablement jamais les pieds sur la terre. L'ancien chemin de débardage était probablement envahi par la végétation maintenant, repris par la forêt comme toutes les choses humaines le sont finalement. Victor se demandait si la créature était toujours là dehors, arpentant toujours ses sentiers, laissant toujours des empreintes que personne ne trouverait. Il soupçonnait que oui, certaines choses ne meurent pas facilement. Sa propre mort, quand il y pensait, lui semblait devoir être simple. Une crise cardiaque, peut-être, ou un AVC, quelque chose de rapide qui mettrait fin au fardeau, au souvenir et à l'attente sans fin de quelque chose qui pourrait ne jamais revenir. Il n'avait pas peur de mourir, pas comme il avait eu peur de la créature. La mort était naturelle, attendue, faisant partie du même cycle qui transformait les aiguilles de pin en terre et la terre en nouveaux arbres. Ce qui l'effrayait, c'était l'idée qu'il mourrait sans que personne ne connaisse jamais la vérité, sans que l'histoire ne survive au-delà de sa propre conscience déclinante. Mais peut-être que c'était ainsi que les choses devaient être. Peut-être que la créature gardait ses secrets précisément parce que les gens qui la rencontraient n'étaient jamais crus, leurs récits rejetés et oubliés, aussi vite qu'ils étaient racontés. Une sélection naturelle pour les légendes. Les histoires qui survivaient étaient celles qui étaient assez vagues pour être ignorées, assez spécifiques pour être intéressantes, jamais assez convaincantes pour exiger une enquête. Le récit de Victor était trop concret, trop détaillé, trop insistant pour être cru. Il n'avait aucune chance. La balle resta dans sa boîte à gants. Certaines nuits, dans l'obscurité de sa petite maison à la périphérie de Tyler, Victor Stone River se réveillait de rêves de la rencontre et restait au lit, fixant le plafond, écoutant les sons d'un monde qui n'avait aucune idée de ce qui se cachait à ses lisières. Les yeux de la créature étaient toujours avec lui dans ces moments-là, ses fenêtres profondes sur quelque chose d'ancien et d'étranger. Elle l'avait regardé et avait décidé qu'il ne valait pas la peine d'être tué. C'était la pensée à laquelle il ne pouvait échapper, celle qui le suivait à travers les années et jusque dans la vieillesse. Il était en vie parce que quelque chose d'immense, de puissant et de totalement au-delà de sa compréhension avait choisi de le laisser vivre. Pourquoi? Il ne le saurait jamais. La créature n'allait pas s'expliquer, n'allait pas apparaître à sa porte avec un message qui donnerait un sens à tout. Elle était juste là dehors, quelque part dans l'obscurité, vivant sa vie d'une manière que Victor ne pouvait imaginer. Et Victor était ici, portant le poids d'une expérience qui l'avait changé à jamais, qui lui avait montré à quel point les êtres humains étaient en petit, fragiles et insignifiants face à ce que le monde contenait. La balle était la preuve. Les côtes cassées avaient été le prix. Et la vie de Victor, à partir de ce matin de novembre, avait été la suite.
Il gardait le disque de métal aplati dans sa boîte à gants, parce que c'était tout ce qu'il avait, parce que sans lui, il aurait pu se convaincre que tout cela n'était qu'un rêve. Quand il le tenait dans sa paume, il se souvenait. Quand il sentait son poids, il savait. Certaines choses ne suivent pas les règles. Certaines choses existent dans les espaces entre ce que nous savons et ce que nous nous autorisons à croire. Victor Stone River était tombé dans l'un de ces espaces, et il en était sorti changé d'une manière qu'il mettrait toute une vie à comprendre. La créature était toujours là dehors. Elle serait toujours là dehors. Et quelque part dans un vieux pick-up garé devant une petite maison à Tyler, Texas, une balle aplatie attendait dans une boîte à gants, patiente comme la pierre, que quelqu'un pose enfin les bonnes questions. Victor ne s'attendait pas à ce que quelqu'un les pose, mais il gardait la balle quand même, au cas où. Au cas où le monde serait prêt, un jour, à entendre ce qu'il ne voulait pas savoir. Les saisons tournaient, les pins poussaient, et dans les bois profonds de l'East Texas, quelque chose d'ancien se déplaçait dans les ombres, ne laissant aucune trace, gardant ses secrets, attendant avec une patience qui faisait paraître le temps humain comme le plus bref scintillement de lumière contre une obscurité sans fin. Victor Stone River savait qu'elle était là. Il le saurait toujours. Et cette connaissance, plus que les côtes cassées, plus que la peur, plus que les années de silence et d'incrédulité, était le véritable héritage de sa rencontre. Il avait vu derrière le rideau. Il avait entrevu la vérité. Et maintenant, il la portait seul. Un poids dans sa poitrine qui ne se lèverait jamais. Une histoire qui ne serait jamais racontée. Une preuve que personne n'accepterait jamais. La balle resta dans la boîte à gants. Victor resta à Tyler. Et quelque part dans les pinèdes, la créature continuait sa route, indifférente à la petite chose qui l'avait blessé une fois. Indifférente au monde de lumière, de routes et d'hypothèses confortables qui entouraient son territoire. Certaines choses ne suivent pas les règles, certaines ne l'ont jamais fait.